Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes ici pour un webinaire. Comme vous le savez, on vous avait expliqué, on va tout vous dire par rapport au statut VDI et surtout son changement. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir FM Richard, qui est notre partenaire, qui est spécialiste dans ce genre de questions. Et donc, ils vont vous expliquer lors de ce webinaire un maximum de choses. Et donc, il y a Julie et Alexandre qui sont là aujourd'hui. Bonjour, bienvenue. Merci. Et donc, je vais vous laisser partager l'écran pour pouvoir nous expliquer, euh, pour pouvoir lancer votre présentation. C'est parti. Ça charge, c'est super. Donc, effectivement, voilà, le vendeur à domicile indépendant et son changement de statut. On va commencer juste par la première page qui est un avertissement. Donc, je vais vous lire rapidement. Donc, les brand affiliate Nu Skin sont des prestataires indépendants et ne sont pas des employés de Nu Skin. Ce webinaire a pour but de vous fournir des informations à caractère général concernant le statut de VDI et la sortie de ce statut. Le webinaire n'a pas pour vocation à être exhaustif et ne constitue pas un conseil ou de l'information personnalisée. C'est très important. Vous êtes responsable de vos propres obligations, notamment comptables et fiscales. Nu Skin n'est pas responsable du contenu de ce webinaire. Cet avertissement vous est fait dans un but d'information et de clarification. C'est à vous maintenant. Merci. Merci Sandra. Eh bien, bonjour à tous. Alors, on n'est pas en direct. Pour nous, c'est un exercice un peu particulier. Ce dont nous allons parler dans ce webinaire, eh bien, c'est le VDI avec ses caractéristiques juridiques, fiscales et sociales pour rebalayer un petit peu l'ensemble des informations sur ce statut. On évoquera ensemble pourquoi il faut envisager à un moment donné, quand on est VDI, de changer de statut, voilà, donc sortir du statut VDI. On fera quelques précisions de vocabulaire avec Alexandre parce que pour nous, c'est très important que vous soyez bien armés pour pouvoir lire et écouter tous les conseils que vous pourrez avoir en ligne ou auprès de professionnels. Donc, le vocabulaire a beaucoup d'importance. On essayera de le faire de façon souriante et pas trop technique, mais néanmoins, il y a du vocabulaire incontournable qu'il est important que vous connaissiez bien. Et dans la dernière partie, nous évoquerons les différents statuts qui s'offrent à un VDI une fois qu'il ne peut plus ou qu'il ne veut plus être VDI. Et là, on abordera effectivement deux façons de concevoir ce changement de statut. Une façon en restant dans la simplicité et dans la légèreté administrative, et une façon un peu plus d'optimisation dans la partie à la recherche d'une forme d'optimisation sur le coût de l'activité. Et on terminera avec quelques informations sur les formalités, combien ça coûte de changer, comment ça se fait, etc. Comme l'a dit Sandra, tout ça, ce sont des informations générales. Ce sont des informations qui sont liées à comment dire, des textes réglementaires qu'on peut retrouver à différents endroits. Il y a des sites officiels que vous pouvez consulter. On pense à l'URSSAF pour les informations VDI. Il y a le service public aussi qui donne des informations au site servicepublic.fr. Ce qu'on fait ici, c'est une présentation qui regroupe ces informations pour vous qui êtes aujourd'hui des brand affiliates de Nu Skin. Et on espère que ça va marcher, de vous les présenter d'une façon, comment dire, humaine et claire. Voilà. Donc, on va commencer par la partie VDI. Je vais laisser la parole à Alexandre. Donc, le VDI mandataire, qui est l'un des deux contrats qui est proposé par Nu Skin. Donc, le Nu Skin est donc le mandant et vous, les brand affiliates, et vous êtes les mandataires. Donc, Nu Skin vous autorise à prendre des commandes en son nom. Donc, les rémunérations qui sont liées, c'est les commissions que vous pouvez percevoir sur le chiffre d'affaires que vous réalisez. Et on précise qu'effectivement, c'est une relation très particulière, d'accord, entre Nu Skin et le brand affiliate, c'est très particulier. Quand on se positionne d'un point de vue commercial pur, c'est une relation entre un fournisseur et son client. Le fournisseur étant le VDI. D'accord, le VDI mandataire, il est fournisseur parce qu'il fournit un service à la société Nu Skin. Alors, c'est un petit peu réducteur de le dire comme ça parce qu'encore une fois, les liens sont plus spécifiques.
Mais néanmoins, d'un point de vue du droit commercial, le VDI est un fournisseur de l'entreprise. Et donc, les commissions, elles sont payées sur la base d'un relevé de commission qui correspond à une facture. L'acheteur-revendeur, donc le vendeur dispose d'un agrément de distribution qu'il a avec Nuskin, il achète des produits et après il les revend à ses clients. La rémunération, c'est donc la marge, le prix qu'il achète à Nuskin et qu'il peut revendre à ses clients. Il peut y avoir en plus des commissions qui lui sont versées. Donc à ce moment-là, le VDI va être à la fois un client de Nuskin et un fournisseur. Il fournit un service à Nuskin et en même temps, il est client puisqu'il achète des produits. Voilà. Donc les deux contrats existent au sein de Nuskin. C'est pour ça qu'on a voulu faire cette précision en amont. Donc quelques rappels sur ce qu'est un VDI. Donc c'est un indépendant, il est un entrepreneur individuel, donc pas salarié, il n'a pas de lien de subordination, il organise son emploi du temps comme il le souhaite. Mais il ne faut pas confondre avec deux grandes catégories, les VRP et les travailleurs indépendants qui sont inscrits au registre des commerces des sociétés et au registre spécial des agents commerciaux. Voilà. Donc, encore une fois, ce sont des précisions de vocabulaire. C'est important de bien retenir que le VDI, c'est le I de VDI, hein, c'est le indépendant. C'est très important, il est indépendant de l'entreprise. Alors, les caractéristiques fiscales du VDI. On est obligé d'en passer par là parce qu'après, ça va être un point de comparaison avec les autres statuts. Donc, on va rester dans de l'information générale. Néanmoins, il faut savoir que le VDI qui est mandataire, donc le premier schéma qu'on évoquait il y a quelques secondes avec Alexandre, ses revenus vont être imposés dans une catégorie qu'on appelle les bénéfices non commerciaux pour l'impôt sur le revenu. D'accord ? Le VDI, ses gains sont imposables à l'impôt sur le revenu dans le barème classique. Et les BNC, c'est une catégorie de revenus qui est soumis à l'impôt sur le revenu. D'accord ? Les salariés remplissent une catégorie qui s'appelle le traitement et salaire, et le VDI, lui, le mandataire, c'est la catégorie BNC. Si son chiffre d'affaires au mandataire il est inférieur à 77 700 € pour une année, il peut relever d'un régime fiscal qu'on va appeler le micro-BNC, et on va y revenir. L'acheteur-revendeur, lui, il est imposé dans la catégorie des BIC. Alors, pourquoi il y a une différence? Parce que, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le mandataire, lui, ne réalise que des prestations de services vis-à-vis de son client Nuskin, alors que le VDI acheteur-revendeur va acheter de la marchandise pour la revendre. Donc, le mandataire, il est en non commercial, alors que l'acheteur-revendeur, il est en bénéfices industriels et commerciaux. C'est une catégorie fiscale, hein. Il faut juste le prendre pour ce que c'est, mais en tout cas, vous pouvez retenir BNC et BIC. Ce sont des abréviations qui sont communément utilisées par les services des impôts, par tous les experts comptables de France. Et c'est important de bien savoir à quoi ça correspond. Ce sont des catégories de revenus imposables. Ça n'est pas plus que ça, d'accord? Ce sont des catégories de revenus imposables, ce ne sont pas des statuts. Ce sont simplement des catégories imposables. Alors, quand on parle du micro, là, c'est intéressant parce que le régime fiscal micro va permettre d'être imposé à la fois en BNC ou en BIC que sur une partie des revenus, d'accord? Donc, du chiffre d'affaires. Donc, en BNC, vous allez par exemple déclarer 50 000 € de commission brute. Eh bien, l'administration fiscale va calculer un abattement de 34% avant d'appliquer le taux d'imposition à vos revenus. Donc, elle va déduire, hein, du chiffre d'affaires 34% avant de calculer l'impôt sur le revenu. Quand on est en BIC, l'abattement il est supérieur parce qu'en fait, en BIC, quelque chose qu'il faut bien avoir en tête quand on est acheteur-revendeur, l'acheteur-revendeur, le VDI acheteur-revendeur va déclarer à l'administration fiscale au moment de son impôt sur le revenu, de sa déclaration de revenus, soumis à l'impôt sur le revenu, va déclarer son chiffre d'affaires, c'est-à-dire la somme des ventes auprès des clients. Il ne va pas déclarer seulement sa marge, il va déclarer son chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire que l'abattement qui est prévu par l'administration fiscale, lui, tient compte d'une certaine façon de l'achat de marchandises. Donc, cet abattement, il est de 71%. Donc, c'est un abattement qui est bien supérieur à celui du prestataire de service parce qu'il y a à l'intérieur le prix d'achat des marchandises qui sont vendues ou qui seront vendues. Alors, une autre caractéristique fiscale du VDI, c'est pour la TVA. En principe, le VDI
il bénéficie de ce qu'on appelle la franchise de TVA, la franchise en base de TVA, c'est-à-dire qu'il n'est pas soumis à TVA. L'activité du VDI, elle est soumise à TVA dans le champ d'appréciation de la TVA de façon générale, mais le VDI peut bénéficier de la franchise en base de TVA. On va y revenir, il y a un seuil à ne pas dépasser. On va y revenir parce que c'est quelque chose qui est parfois… Point technique. C'est ça, c'est ça. Donc on va y revenir. Vous pouvez retenir la franchise en base de TVA. Et ensuite, le dernier aspect fiscal pour un VDI, eh bien, c'est la contribution économique territoriale. Alors ça vient une fois par an seulement. C'est une taxe qui est composée de 2 taxes. On aime bien la complication fiscale en France parce que sinon les experts comptables s'ennuient. Donc, une taxe qui est composée de 2 taxes. La première taxe, la CVAE, le VDI n'est jamais concerné par cette CVAE parce que le niveau de chiffre d'affaires minimum est très élevé. Par contre, la CFE, oui. Alors, c'est la contribution foncière des entreprises. C'est lié au local que vous utilisez, que vous déclarez pour votre activité. Donc là, au moment où vous devenez VDI, il y a un formulaire à remplir au moment de la création. C'est un sujet à part et on pourra en reparler. En tout cas, il y a souvent une cotisation qui est minimum, qui va de 100 € à 300 € à peu près dans ce qu'on constate. Voilà, donc ça, ce sont les trois, j'allais dire, les trois taxes, les 3 aspects de la fiscalité du VDI. D'un point de vue social, alors, social, on est cotisation sociale maintenant. On a quitté le champ de la fiscalité. Donc, quelque chose de très particulier dans le monde pour un VDI, c'est qu'il est indépendant, mais il est rattaché au régime général de la sécurité sociale comme les salariés. Alors attention, il n'est pas salarié, Alexandre l'a bien dit tout à l'heure, il n'est pas salarié, il n'y a pas de lien de subordination avec l'entreprise, c'est un indépendant, mais ses cotisations sociales applicables à son activité, à ses revenus, sont calculées selon le régime général de la sécurité sociale, ils sont payés à l'URSSAF. Donc c'est ça, le régime général de la sécurité sociale, ça veut dire ça. C'est-à-dire que c'est en opposition à ce que vous avez peut-être déjà entendu, ce qu'on appelait avant le RSI, le régime social des indépendants, qui s'appelle maintenant la sécurité sociale des indépendants, la SSI, petit changement d'acronyme. En tout cas, voilà. Le principe, c'est que le VDI va cotiser à certaines assurances, d'accord, maladie, vieillesse, allocation familiale. Par contre, pas d'assurance chômage et pas d'assurance vieillesse complémentaire parce que c'est un indépendant. Tout ça bougera peut-être dans le futur. En tout cas, pour l'instant, le VDI, ses cotisations sont limitées à maladie, vieillesse, allocation familiale. Et l'autre particularité qui va avec le fait d'être soumis au régime général de la sécurité sociale, c'est que c'est l'entreprise qui va calculer, déclarer et payer les cotisations sociales. Donc, le VDI va être payé net de cotisations sociales par l'entreprise. C'est quelque chose d'assez atypique. Quand on est VDI depuis un certain temps, on peut s'y habituer. En tout cas, c'est quelque chose d'atypique pour un indépendant. Alors, le barème des cotisations sociales, il est formidable. Il a certaines particularités. On va vous le présenter de façon synthétique. Alexandre va vous expliquer ça. Il est disponible sur le site de l'URSSAF aussi, avec plus de mots et moins de tableaux. Mais nous, on aime les tableaux. On est comme ça. Il est un peu difficile à lire, mais on va essayer de vous le découper en 3 ou 4 blocs. Avec déjà, il est calculé sur les rémunérations brutes, donc à la différence de ce que je vais parler du net, donc avant le précomptage et les cotisations, et surtout de façon trimestrielle. C'est très important de garder cette notion en tête. Donc il faut additionner les mois janvier, février, mars, et pas juste prendre qu'un seul mois. Donc il y a 4 blocs. Le premier bloc, il est tout en haut de notre tableau, c'est la tranche A'. Si un VDI a gagné sur un trimestre une somme après abattement, donc à peu près de 170 € en 2024, inférieure à 465 €, il ne paye aucune cotisation sociale. Donc ça, c'est important parce que c'est la seule fois où on peut faire de l'activité en France sans cotisation sociale. On peut le dire très simplement, c'est vraiment une exception pour un revenu qui est limité. Hein. Je veux dire, 460 € après abattement, comme tu dis, Alexandre, pour un trimestre. Donc on est vraiment clairement là dans une activité complémentaire qui était l'essence même de la création du statut de VDI. Donc, le deuxième bloc, c'est notre carré vert qui était cotisation forfaitaire. Donc, un VDI après abattement, toujours sur un trimestre, qui gagnerait entre 465 € et 1700 €, payerait une cotisation forfaitaire trimestrielle entre 29 et 174 € au global, avec
un tiers donc, pour lui, donc 10 € par exemple pour la tranche A, et 2 tiers pour l'entreprise de vente directe. Donc là, c'est aussi un système favorable puisque c'est une cotisation fixe, effectivement, tant que le VDI est dans la tranche considérée. Enfin, notre troisième grand bloc va de la tranche B à la tranche O, où là, par contre, c'est une assiette forfaitaire trimestrielle sur laquelle sera calculées les cotisations sociales. Donc, par exemple, la tranche B, le VDI a gagné moins de 2130 €, et pourtant, l'assiette forfaitaire va être calculée sur 746 €, donc une assiette inférieure à la réalité de la rémunération brute. Voilà. Et donc, les cotisations, ça sera l'application de taux de cotisation selon un principe habituel appliqué à cette assiette forfaitaire. Donc, les cotisations sociales, c'est à peu près 17% pour les VDI en 2024 et une trentaine de pourcents pour la partie entreprise. Voilà. Donc, c'est vraiment un barème extrêmement favorable, un barème atypique, un barème trimestriel. Donc, comment dire, ce sont des concepts qui ne sont pas évidents. Je vous rassure, l'entreprise Nuskin calcule ça correctement. Il y a des logiciels qui sont spécialisés pour faire ces déclarations. Et en fait, tout ce système de calcul, une partie va donc être précomptée au VDI avant le paiement de ces commissions. Et on rappelle, pour les acheteurs-revendeurs, la base de cotisation, ce sont les commissions plus les marges. D'accord, hein, l'ensemble est soumis parce que la rémunération de l'activité d'acheteur-revendeur, c'est la marge réalisée sur les produits plus les éventuelles commissions. Donc, l'ensemble sera soumis à ce barème trimestriel. Juste avant, donc, il nous restait quand même un quatrième bloc qui était notre Ah oui. fameuse tranche P. Donc, ça fait quand même partie du barème. C'est juste que là, l'abattement ne s'applique plus. Donc, ça va de 5 000 à n'importe quelle rémunération brute que pourrait gagner le VDI. Et là, il n'y a plus d'assiette forfaitaire. Ça devient la rémunération brute sur laquelle est appliqué le taux dont je vous parlais à l'instant. Voilà. Donc, on en reparlera de cette tranche P puisque c'est le moment où, voilà, on est au-dessus de 5 000 € trimestriels. C'est le moment où le VDI s'approche de la limite du statut de VDI. Donc, on va en parler, bien sûr. En tout cas, vous pouvez l'avoir en tête. C'est le moment où ça devient coûteux d'être VDI, alors que jusque-là, ça ne l'était pas. Alors, après avoir balayé rapidement donc, le statut VDI, on en arrive à pourquoi il faudrait changer de statut. Qu'est-ce qui occasionne un changement de statut? Alors, d'abord, principalement, on a cette obligation légale. D'accord? Donc ça, c'est un texte réglementaire. Si le seuil d'activité est dépassé pendant 3 années pleines et consécutives. Alors, on va parler avec vous de ce plein et consécutif. Donc, le seuil en 2024, c'est 23 000 €, j'arrondis. Donc, 23 000 €. 23 000 € de marge plus commission ou 23 000 € de commission. D'accord? On est bien calé là-dessus. Donc, si pendant 3 années, le VDI dépasse ce seuil-là, il a l'obligation de changer de statut. Vous pourriez poser la question, qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas? Ce serait une très bonne question, ce sera pour le coup d'après. En tout cas, c'est nécessaire de changer après avoir dépassé ce seuil pendant 3 ans. Donc, ça veut dire aussi naturellement que si le VDI dépasse en 2022, dépasse en 2023, mais ne dépasse pas en 2024, il peut rester VDI en 2024. D'accord? Il faut dépasser 3 ans, 3 années pleines et consécutives. Il y a aussi une autre raison pour laquelle on peut se poser la question de changer de statut quand on est VDI, c'est parce que, comme on le voyait dans le barème à l'instant avec Alexandre, on atteint cette fameuse tranche P. Alors, cette fameuse tranche P, c'est la tranche où on va payer des cotisations sur ce qu'on gagne, des cotisations au taux normal sur ce qu'on gagne. Donc là, ça devient, comment dire, plus lourd financièrement pour le VDI et pour l'entreprise, puisque de toute façon, c'est proportionnel. Donc, le fait d'atteindre cette tranche P, et quelque part un déclencheur de la réflexion de se dire, même si je suis encore en tant que VDI dans ces 3 années, que je n'ai pas fait 3 années pleines et consécutives en dépassant, j'ai atteint la tranche P, je me préoccupe quand même de quel autre statut je pourrais adopter pour continuer cette activité et surtout continuer à la faire croître. Et puis, ça peut être une volonté personnelle aussi parce que vous avez envie de développer une autre activité à côté de l'activité de VDI, une activité qui serait complémentaire. Et à ce moment-là, vous ne pourriez pas le faire dans le statut de VDI. On n'a pas rappelé tout à l'heure les caractéristiques du VDI, mais on est quand même contraint dans le type d'activité, dans le type de vente qui peut être réalisé par un VDI. Donc, à un moment donné, ça peut trouver sa limite aussi dans la volonté personnelle que vous auriez d'étendre un petit peu le champ de vos possibilités business. Alors,
Il y a un certain nombre d'idées reçues qu'il faut qu'on balaye ensemble. Alors, quand on dit un travailleur indépendant, c'est des choses qu'on entend parfois. Un travailleur indépendant paye plus de 50% de charges sociales. C'est faux. Alors, c'est absolument faux. On vous montrera des tableaux avec des pourcentages, vous verrez. C'est absolument faux. Il y a encore quelques années, le système du régime social des indépendants faisait que les cotisations sociales étaient toujours à retardement. C'est-à-dire que les personnes qui bénéficiaient de ce régime des indépendants, de sécurité sociale des indépendants, eh bien, travaillaient 1 an, 2 ans, et la 3e année étaient ponctionnées les cotisations liées aux années précédentes. Donc, il y avait un système d'entraînement qui faisait que la 3e année, il fallait payer les cotisations des 2 précédentes, plus commencer à payer celles de la 3e année. Donc, il y avait un coup dur qui n'était pas forcément anticipé, qui était souvent mal vécu. Donc, il y avait cette idée que la 3e année d'activité était fatale. Bon, voilà, on l'écrit volontairement d'une façon un petit peu forte pour marquer les esprits. Bon, ça n'est plus le cas. Le système de la sécurité sociale des indépendants a été réformé et on le verra tout à l'heure. On peut payer ses cotisations sociales au fur et à mesure quand on n'est plus VDI, de façon à ce que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Alors, une 3e idée reçue, c'est la gestion, c'est trop compliqué. Alors non, on va le voir, il y a des façons, notamment dans un système dans une volonté de rester dans des statuts simples, il y a une façon de ne pas avoir d'obligations de gestion, d'obligations comptables trop importantes, et ça peut se gérer, un petit peu d'organisation bien sûr, mais ça se gère tout à fait. Alors, quand on en est à changer de statut, il y a un certain nombre de questions qu'il faut se poser. Comme l'a rappelé Sandra au début du webinaire, on n'est pas là pour vous donner du conseil personnalisé, individualisé. Néanmoins, ces questions-là, elles sont là pour vous ouvrir un petit peu la réflexion. Quels sont mes objectifs personnels en termes de chiffre d'affaires, en termes de canaux, de possibilités de vente? Quels sont vos objectifs de revenus? Est-ce que vous souhaitez un revenu complémentaire stable? Est-ce que vous voulez un revenu principal? Est-ce que vous voulez développer pour que ça devienne votre activité principale? Votre situation personnelle aussi, hein, quel est votre besoin de couverture sociale? Vous êtes célibataire, vous êtes marié, vous avez des enfants, vous n'en avez pas, vous pourriez être dans une situation d'avoir un arrêt pour maternité avec une chouette nouvelle. Voilà, tout ça, ça joue aussi dans l'appréciation de est-ce que je change de statut ou pas, est-ce que c'est le bon moment ou pas. On a travaillé, je fais un petit aparté, on a travaillé récemment avec une entreprise de vente directe et on a travaillé sur le cas d'une vendeuse qui pensait dans son régime VRP être bien couverte, VRP donc salariée, être bien couverte au moment d'un arrêt maladie longue durée. Et en fait, les règles applicables faisaient qu'elle n'était pas éligible à des indemnités de la sécurité sociale, alors que le hasard pardon, pas le hasard, mais je veux dire l'application mathématique aurait fait que si elle avait été VDI tout ce temps-là, eh ben, elle aurait eu des indemnités de la sécurité sociale. Voilà, donc il y a cette appréciation aussi, couverture sociale au sens large, d'accord, sécurité sociale, etc. On a vu tout à l'heure, hein, pas de couverture d'assurance chômage pour les VDI, pour les indépendants non plus, il n'y en a pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut écarter ou qu'il faut considérer autrement. Si c'est une préoccupation pour vous, il faut la loger dans un statut spécifique. Quelle est votre situation fiscale personnelle? Où vous en êtes dans le foyer fiscal éventuel de votre niveau de revenu? Est-ce que vous avez un revenu par ailleurs qui vous fait monter? Est-ce que ce revenu-là, il vient en complément? Voilà, c'est une dimension à prendre en compte. Et une autre dimension qui est la plus générale quand on est entrepreneur, eh bien, c'est est-ce que vous avez envie de vous associer avec quelqu'un pour réaliser ce business ou pas? Voilà. Quand on est un travailleur indépendant, quand on est une entreprise individuelle, VDI ou autre forme, eh bien, on est tout seul au sens porter le business. On est bien sûr entouré par sa famille et par tous ceux qui peuvent vous aider, par votre référent Nuskin, etc. Mais néanmoins, c'est une activité professionnelle qui se fait individuellement. Quand on réfléchit à un statut de société, par exemple, on peut s'associer avec d'autres personnes. C'est une façon de partager un business voilà, qui peut être intéressante. Donc, ce sont des questions générales, c'est pour agiter un peu vos pensées avant d'attaquer la partie précision et vocabulaire. Voilà, donc extrêmement important. Donc, Alexandre va détailler quelques points avec vous. On y va. Quelques termes, puisqu'on les a déjà utilisés, on aurait peut-être pu faire ça au point de départ, mais le chiffre, quand on a vu la partie fiscale, quelques slides avant, on a parlé de l'imposition sur le chiffre d'affaires, qui peut donc être composé pour les achats-reventes
donc soit de la marge et des commissions. C'est les deux composants du chiffre d'affaires. Oui, le chiffre d'affaires, ça peut paraître évident pour nous, les experts comptables, mais c'est vrai que ça ne l'est pas toujours. Le chiffre d'affaires, c'est toujours hors taxe. Voilà. On reparlera de la TVA très vite. Le Oui, suspense est instable. je crois que c'est les slides d'après. Un petit rappel sur la marge, je l'ai déjà présenté pour les acheteurs-vendeurs. Donc, une marge est constituée par la différence entre les sommes des ventes, donc le prix auquel, par exemple, le prix d'achat auprès de Nuskin et le prix de revente auprès du client final. Alors, quand on imagine changer de statut, on parle d'abord d'une entreprise au sens général, d'accord? Il y a 4 dimensions principales qu'on va détailler après. C'est la dimension, quand on parle d'une entreprise, il y a sa forme juridique. Et je dis bien forme juridique, je ne dis pas activité. C'est important, c'est différent, d'accord? Quelqu'un qui exerce une activité de vente directe peut le faire sous le statut VDI, peut le faire sous le statut d'une société, d'accord? Donc, la forme juridique, ça va être l'entreprise individuelle, statut VDI ou la société, mais l'activité, ça sera toujours la vente directe. Dans une entreprise, on se pose aussi la question du régime fiscal applicable. C'est comme ça, on est en France, on est un petit peu bloqué sur la fiscalité. Il y a aussi le statut social du dirigeant, c'est important. On en a parlé tout à l'heure aussi avec la sécurité sociale des indépendants. Voilà, le statut social au sens… Ah ouais, il faut peut-être qu'on change le wording. Le statut social, c'est pas au sens est-ce que j'ai une grosse voiture et une grosse maison. Non, c'est le statut social au sens quel genre de cotisation vont être appliquées sur mes revenus. Bon. On On ne pas comment le détail justement, parce que c'est un sujet important qui revient souvent. Et la responsabilité du dirigeant, alors là, on est un peu plus dans le côté juridique du monde des affaires, mais c'est aussi une dimension à prendre en compte qu'on évoquera plus tôt quand on parle de société. Donc, gardez bien en tête que statut juridique n'est pas activité. Alors, la forme juridique qu'on peut utiliser quand on sort du VDI, on peut tout utiliser. D'accord? On verra ensemble après, il y a des effets de seuil qui limitent certains statuts, mais en tout cas, on peut tout utiliser, du plus simple au plus complexe. Donc, on pourra utiliser le statut de micro-entrepreneur. Alors, avant, ça s'appelait auto-entrepreneur. Maintenant, ça s'appelle micro-entrepreneur. Comme ça. On a l'entrepreneur individuel ou entreprise individuelle, et ensuite, on a les formes de société, celles qu'on connaît le mieux, le URL ou la SARL, ou d'autres formes comme la SAS. En matière de régime social du dirigeant, donc on en parlait tout à l'heure, on va avoir 2 possibilités. Soit le dirigeant pourra relever du régime général ou du régime des travailleurs non salariés, d'accord, qu'on appelle TNS. Ça, c'est un autre acronyme qu'on utilise souvent, TNS. Voilà, il faut l'avoir en tête. Donc, on en est à BIC, BNC, TNS. Et SSI, on en est à 4 déjà. En termes de régime fiscal, ça peut être une imposition de l'activité, parce qu'il y a de l'imposition à chaque fois, hein, donc ça peut être une imposition à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, d'accord, en fonction du statut et en fonction d'options fiscales qui peuvent être prises. Il faut garder en tête qu'il y a les 2 modes d'imposition, d'accord. En tant que VDI, vous êtes impôt sur le revenu dans une catégorie BNC ou BIC, qui sont des catégories de revenus professionnels, d'accord. Mais néanmoins, on est bien dans l'impôt sur le revenu. Mais on peut avoir des cas où, en fonction du statut que l'on choisit, c'est l'impôt sur les sociétés qui s'appliquera. Et enfin, la responsabilité du dirigeant. Alors là, c'est plus large. Ok, on peut avoir une responsabilité qui est limitée ou qui est illimitée. Encore une fois, on s'adressera plus sur ce champ-là à des choix de société. Alors, on va regarder ces 4 dimensions ensemble sur les différents statuts. Comme on l'a dit au début, on veut le faire d'une façon claire et très, comment dire, on veut vous donner de l'information et qu'elle soit rassurante. Donc, on va le faire. Ça sera quand même un petit peu technique. Donc, accrochez-vous, c'est la deuxième partie. Ça va aller. Donc, on vous présente les différentes formes d'entreprise. Avec la première, le statut VDI, c'est celui qu'on vous a présenté jusque-là, avec des obligations, avec un chiffre d'affaires qui est quand même limité, on va vous rappeler juste après, et des obligations comptables et fiscales qui sont gérées, donc là, par exemple, par Nuskin. Après les micro-entrepreneurs, donc c'était notre ex-auto-entreprise. Là aussi, c'est donc un chiffre d'affaires qui est limité, des obligations comptables et fiscales relativement simples, où vous êtes imposé que sur le chiffre d'affaires qui est réalisé. Et enfin, l'entreprise individuelle, qui donc là est imposée
sur son bénéfice réel, et ce bénéfice réel a besoin d'un expert comptable parce qu'il y a des déclarations fiscales. L'ensemble des trois statuts, catégories que je viens de vous présenter sont des entreprises individuelles, Voilà. juridiquement. Alors, c'est important parce qu'on est dans la précision du vocabulaire toujours. Un VDI, c'est une entreprise individuelle. Ça veut dire que c'est une activité professionnelle qui est basée sur un individu. Okay, donc, c'est le fait d'enregistrer une activité professionnelle, de la déclarer, d'obtenir un numéro SIRET. Donc, le VDI, le micro-entrepreneur sont des entreprises individuelles dans des régimes spécifiques. Alors, bien sûr, on ne dit jamais « je suis entrepreneur individuel dans le statut VDI ». Non, on dit VDI tout court, ce qui parfois sème un peu la confusion. Et le micro-entrepreneur, en fait, c'est une entreprise individuelle qui relève d'un régime fiscal et social qu'on appelle micro. Voilà, bon, c'est pour ça qu'il faut bien suivre. Bon, et donc, dans la panoplie de ce qu'on peut faire, on rajoute… La société, qui est le dernier maillon de la chaîne, mais là, qui a un chiffre d'affaires illimité, mais des obligations comptables et fiscales qui sont bien plus importantes. C'est ça. Bon, on schématise comme ça avec Alexandre la partie limitation du chiffre d'affaires en fonction des statuts. Donc, vous avez tout en haut la frise bleue qu'on espère qui va atteindre les étoiles, comme diraient les Américains. Donc, le chiffre d'affaires, l'activité, d'accord? Alors, les chiffres en bleu sont là pour parler des seuils applicables à des VDI mandataires, donc ils ne perçoivent que des commissions, et les chiffres en vert sont là pour les acheteurs-revendeurs, puisque ce sont les seuils sur les ventes de produits, et quand on a une activité mixte, eh bien, il faut articuler les deux. Alors, l'idée à retenir ici, c'est de se dire que quand je suis un VDI, je suis limité par les 23 000 € dont on a parlé tout à l'heure si je les atteins pendant 3 années pleines et consécutives. Donc, c'est une limite qui n'est pas une limite à un instant T juste pour une année, mais qui est une limite si on l'atteint pendant 3 années. Donc, comme on a dit tout à l'heure aussi, la tranche P, c'est une tranche où on commence à réfléchir. Donc, on garde cette limite en tête, 23 000 € pour un VDI de chiffre d'affaires, d'accord? Le micro-entrepreneur, donc cette entreprise individuelle avec un régime fiscal et social micro, on peut aller pour un mandataire jusqu'à 77 700 €. Donc déjà, on atteint un niveau d'activité qui est quand même le triple par rapport à un VDI. Donc on se donne de l'air. On peut se dire, OK, j'ai un statut qui me permet de tripler mon activité. C'est pas mal. Ensuite, l'entreprise individuelle au régime réel ou la société, on n'a pas de limite en termes de chiffre d'affaires, d'accord? Je peux passer de mon activité VDI à je crée une SARL avec mon cousin, ma voisine, une copine, peu importe, et je mets mon activité de vente directe dedans et c'est parti. Et là, pas de limite de chiffre d'affaires, d'accord? Autant les 23 184 € sont un chiffre qui est réactualisé tous les ans, pas énormément. Autant les 36 000 ou les 91 000, c'est un chiffre qui va pour 3 années, donc qui vient d'être donné en 2023. Donc vous avez jusqu'en 2025 pour avoir ces seuils. C'est ça. Alors, nous, au cabinet, on a cassé la boule de cristal fiscale. De toute façon, elle ne servait plus à rien parce qu'on n'arrivait à rien prédire. Donc, pour l'instant, c'est les seuils qui sont fixés pour 3 ans. C'est pas jusqu'en 2025. On croise les doigts que ce ne soit pas remanié d'ici là. On cherche des sous pour le budget de l'État. Alors, ensuite, d'un point de vue fiscal, on reparle de la franchise en base de TVA parce que c'est vraiment important. Cette franchise en base de TVA, vous voyez, elle est applicable, je prends l'exemple du mandataire, c'est le plus simple, jusqu'à 36 800 € de commission. Ça veut dire, puisqu'on a dit tout à l'heure que le VDI, c'était jusqu'à 23 000, mais que je ne suis obligée de sortir de statut VDI dans lequel je suis si bien seulement si j'ai fait 3 années pleines et consécutives au-dessus de ce seuil, eh bien, je peux dépasser ce seuil la deuxième année et du coup, me trouver en dehors de la franchise en base de TVA. Je peux être VDI et être soumis à la TVA. Alors, ne vous inquiétez pas, ça se gère très bien, d'accord? L'important, c'est de le réaliser, l'important, c'est de s'en rendre compte, d'accord? Donc, il faut bien garder en tête, vous êtes un VDI, vous êtes un indépendant, ou vous êtes un entrepreneur individuel, vous êtes un indépendant. Vous avez ce seuil en tête, parce que quand vous vous approchez du seuil, il faut se préparer à être capable d'appliquer de la TVA et il faut prévenir Nuskin. D'accord? Parce que c'est Nuskin, votre client, qui va vous verser la TVA que vous allez reverser au service des impôts des entreprises. D'accord? Ce n'est pas l'objet de ce webinaire que de rentrer dans le détail de la TVA. Néanmoins, ayez bien en tête que
cette franchise en base de TVA, eh ben, elle trouve une limite. L'administration fiscale est plutôt bien organisée, en tout cas, elle se professionnalise sur le sujet et elle commence à bien repérer les indépendants qui dépassent et qui ne sont pas enregistrés à la TVA. Et donc, ben, au fur et à mesure de contrôle, l'administration fiscale les cible et leur demande de s'identifier et puis de déclarer de la TVA. Déclarer de la TVA, ça n'a rien de dramatique, hein. Au contraire, ça veut dire que vous avez une bonne activité. Il faut anticiper le passage et il faut bien prévenir la société Nuskin à ce moment-là. Alors, toujours sur la dimension fiscale, là on revient sur l'imposition des revenus. Donc, le régime spécial micro dont on a parlé tout à l'heure, micro BNC ou micro BIC, en fonction de si vous êtes mandataire ou acheteur-revendeur dans votre statut, on voit que là, on a de la marge et on voit que on peut être dans le régime micro au titre de l'impôt sur le revenu, tout en payant de la TVA. D'accord, hein, parce qu'on a cette fenêtre entre la flèche rouge et la flèche bleue. Ensuite, le régime fiscal qu'on appelle le régime réel, que ce soit BNC ou BIC, c'est un régime, on va y revenir à la fin, dans lequel on va déclarer son chiffre d'affaires réel et ses charges réelles. C'est une autre dimension de la fiscalité. Donc, si on revient, on insiste un peu sur la TVA aujourd'hui parce que c'est important, d'accord? Donc, je peux être VDI et être soumis à TVA parce que j'ai déplacé le seuil des 36 800, c'est ma première année ou c'est ma deuxième année et je ne suis pas obligée de sortir du VDI, mais néanmoins, je suis soumis à TVA. C'est comme ça, d'accord? Je peux être micro-entrepreneur et être soumis à TVA. Alors ça, honnêtement, quand les seuils de micro-entreprise ont été relevés il y a 2-3 ans, ou je sais plus, on a vraiment cru que le seuil de franchise en base de TVA allait être relevé au même niveau. Ça n'a pas été le cas, donc ça crée vraiment ce trou entre la flèche rouge et la flèche bleue du micro-entrepreneur. Ça crée ce trou dans lequel c'est très facile d'être micro-entrepreneur d'un point de vue administratif, mais d'un coup, la TVA s'applique. Bon, encore une fois, c'est largement gérable, il faut simplement le voir venir et pouvoir le faire. Alors, ça, c'est le slide sur lequel on ne va pas rester longtemps parce que c'est un petit peu compliqué. Néanmoins, ça vous permet de faire un arrêt sur image et de le lire calmement. Ça présente de façon synthétique, en fonction des différents statuts qu'on a évoqués, donc le micro-entrepreneur, l'entreprise individuelle au réel, une URL, donc c'est une SARL avec un seul associé, d'accord, dans l'idée où vous restez seul en changeant de statut, à l'impôt sur les sociétés, S pour impôt sur les sociétés, et une SASU, toujours avec un seul associé, d'accord, à l'IS. Ça compare les régimes sociaux, la couverture sociale qui va s'appliquer, à quoi on cotise, la base des cotisations sociales et les taux des cotisations sociales. C'est assez raide, on est d'accord avec vous. Ça permet de pouvoir s'y référer et on va voir quelques exemples chiffrés après qui seront un peu plus parlants. Alors, quand on en est à changer de statut, donc le VDI, vous ne voulez plus ou vous ne pouvez plus. On peut regarder les choses, en tout cas nous on les présente de cette façon-là. Je reste dans quelque chose de simple ou je vais vers quelque chose où je vais un peu optimiser. Je reste dans le simple, mon chiffre d'affaires il est stable, je n'ai pas envie d'avoir des obligations administratives lourdes et je vais décider d'opter pour des modèles, des statuts, pardon, qui vont permettre de payer des cotisations et de l'impôt sur le revenu basés sur mon chiffre d'affaires. Donc, ma seule obligation, ça va être de suivre mon chiffre d'affaires. D'accord? Pour faire ça, je pourrais choisir soit le statut de micro-entrepreneur, avec les limites qu'on a évoquées tout à l'heure, soit le statut de l'entreprise individuelle au régime micro. D'accord? Donc, deux possibilités de façon à rester dans une option simple. Après, j'ai une autre façon de voir les choses, soit parce que j'ai envie d'optimiser, soit parce que j'ai envie d'avoir un chiffre d'affaires très important. Et à ce moment-là, j'ai envie de faire croître mon chiffre d'affaires et j'ai envie d'optimiser un peu le net perçu et j'ai des frais importants. Pourquoi on parle de frais importants? Parce que tout à l'heure, on a évoqué l'abattement qui s'applique en micro-BNC et en micro-BIC, 34% ou 71%. D'accord? Donc, si on prend l'exemple d'un mandataire, d'une personne qui est VDI mandataire, si elle bascule dans un statut où elle va déclarer ses frais réels, pour que ça vaille le coup, entre guillemets, eh bien, il faut que ces frais réels soient d'au moins 40%, parce que sinon, ça ne vaut pas le coup par rapport à l'abattement des 34% et aux frais supplémentaires que ça génère. Donc, gardez ça en tête, il faut des frais réels de l'ordre de 40 à 50% du chiffre d'affaires, c'est beaucoup. Ça peut être le cas pour quelqu'un qui était VDI et qui se déplace énormément, par exemple, avec sa voiture. Voilà, c'est la principale source de coûts pour aller vers ces idées d'optimisation. Alors, le micro-entrepreneur. Donc,
C'est facile de devenir micro-entrepreneur, d'accord? C'est une déclaration en ligne. Les obligations comptables sont réduites. Un simple livre de recettes, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut suivre le chiffre d'affaires. La plupart du temps, au moins au démarrage, on est en franchise de TVA, mais attention au seuil, on a évoqué tout à l'heure, hein. On a vu qu'on pouvait être micro-entrepreneur mais relevé de la TVA, si on a dépassé les 36 000 € de chiffre d'affaires pour un mandataire. On peut opter, il y a beaucoup d'options, hein, d'accord? On peut opter pour un prélèvement libératoire fiscal. Donc ça, c'est une façon de payer l'impôt sur le revenu pas cher. Mais c'est une option et c'est intéressant si on est imposable, on verra un petit calcul tout à l'heure. Donc, c'est une possibilité, c'est une option fiscale. Bon, les recettes sont limitées et les frais forfaitaires, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'abattement. En fait, c'est l'abattement qui est pratiqué par l'administration fiscale, 34% pour des mandataires et 71% pour les acheteurs-revendeurs. Et alors, quand on a une activité mixte, comme ça peut être le cas chez Nuskin, eh bien, on a un abattement de 50% sur les prestations de services et 71% pour la partie vente-achat de biens. Voilà. Donc, c'est l'administration fiscale qui va calculer les abattements. Donc, la seule obligation du micro-entrepreneur à la fin de l'année, c'est de déclarer son chiffre d'affaires à l'administration fiscale pour sa déclaration de revenus. Et pendant l'année, il va déclarer son chiffre d'affaires tous les trimestres à l'URSSAF. Donc, c'est assez simple. On ne garde, le micro-entrepreneur ne suit que son chiffre d'affaires. Il n'a pas besoin de suivre ses dépenses pour des besoins fiscaux. Il a juste besoin de son relevé de commission, sur lequel il notait le chiffre d'affaires qu'il réalise tous les mois avec Nuskin. Exactement. Donc, en matière de droits sociaux, il y a besoin de réaliser un niveau minimum d'activité pour valider ses trimestres de retraite, par exemple dans le statut de micro-entrepreneur, ce qui est vrai pour le VDE aussi, hein, il y a un niveau d'activité minimum. En tout cas, il faut en tenir compte aussi, mais ça rejoint la question générale qu'on posait tout à l'heure, de se dire quels sont les besoins de protection sociale. Alors, donc, le micro-entrepreneur, il va percevoir en cash ses commissions brutes. D'accord? Si vous êtes VDI et que vous devenez micro-entrepreneur avec Nuskin, Nuskin va vous payer des commissions brutes. Vous allez devoir payer vous-même vos frais réels, le téléphone, les déplacements, etc., classique. Vous allez payer vous-même les cotisations sociales, d'accord, sur la base du chiffre d'affaires, et vous allez payer votre impôt sur le revenu et la CFE. La base qui est soumise à cotisation, ça sera toujours les commissions brutes. Ce qu'on a dit, c'est la seule chose que vous suivez et qu'il faudra pouvoir justifier à tout moment. Et la base imposable à l'impôt sur le revenu, là on donne l'exemple BLC, donc pour un mandataire, c'est les commissions brutes minorées de 34%, calcul qui est fait par l'administration fiscale. D'accord? C'est pour bien poser la différence entre ce qu'on perçoit et la façon dont on est taxé au sens large, cotisation sociale et impôts. Alors, un autre statut possible, donc l'entreprise individuelle au régime de la micro-entreprise. C'est pareil que le micro-entrepreneur, d'accord? C'est la même chose. On le dit différemment et on le dit différemment aussi parce qu'il y a une possibilité d'opter pour le régime classique des charges sociales. Ça veut dire que vous pouvez être une entreprise individuelle avec un régime micro-fiscal, mais un régime social classique. Voilà, c'est possible. C'est possible. C'est rarement appliqué, donc on ne rentre pas trop dans le détail parce que c'est rarement appliqué. En tout cas, voilà, c'est l'entreprise individuelle au régime micro. Alors, on bascule de l'autre côté du versant. Là, on bascule dans la partie, je suis mélangée dans les pages, dans la partie optimisation. Donc, là, on parle de l'entreprise individuelle au régime fiscal de la déclaration contrôlée. Alors, le régime fiscal de la déclaration contrôlée, c'est l'appellation officielle pour le régime fiscal qu'on appelle au réel. Ce qu'on oppose à « je déclare mon chiffre d'affaires » et c'est l'administration fiscale qui calcule l'abattement. D'accord? En fait, c'est les deux opposés. Donc, en fait, à ce moment-là, le brand affiliate qui a choisi d'être à l'entreprise, de s'inscrire en tant qu'entreprise individuelle et d'avoir un régime fiscal réel, va pouvoir déduire de son chiffre d'affaires les charges exposées par son entreprise. Donc, les cotisations sociales, ses frais liés à l'activité, etc. Et donc, cette déduction, elle va être faite dans le but de calculer les cotisations sociales et dans le but de calculer la base soumise à l'impôt sur le revenu. D'accord? Il faut garder en tête que ces dépenses, elles doivent être liées à l'activité, elles doivent être cohérentes, raisonnables,
justifier. Justifier, c'est très important. Et c'est là où, dans ce système-là, on bascule dans une lourdeur administrative qui est supérieure parce qu'il faut garder les justificatifs des frais pour avoir le droit de les déduire. D'accord? C'est extrêmement important. Ce sont des frais réels. Donc, il faut avoir tous les justificatifs au nom de l'activité professionnelle, c'est mieux. Les payer avec le compte bancaire professionnel, c'est encore mieux. Pas mélanger les genres. Et donc, à ce moment-là, il faut tenir une comptabilité. C'est le moment fatidique où il faut parler de comptabilité pour de vrai. Donc, il faut, comment dire, à ce moment-là, il y a de la comptabilité, il y a de la TVA, et au moment de faire la déclaration du résultat, parce qu'on calcule un résultat, d'accord, hein, du chiffre d'affaires moins des charges, au moment de calculer ce résultat, il faudra le déclarer à l'administration fiscale dans une déclaration qu'on appelle une liasse fiscale. Et là, on est dans le domaine comme une société quasiment. C'est une déclaration qui est détaillée, c'est des formulaires très moches. Voilà, on rentre dans une autre dimension qui peut être intéressante, d'accord. C'est vraiment, c'est pas quelque chose à rejeter en bloc. Ça peut être intéressant, comme on l'a dit tout à l'heure, si on a des charges importantes. Alors, toujours le même principe, en cash, quand on exerce son activité dans une entreprise individuelle ou réelle, en cash, commission brute versée par Nuskin, très bien, les frais réels, il faut les payer, les cotisations sociales sont à payer, l'impôt sur le revenu, la CFE, tout pareil. La base qui sera soumise à cotisation sociale, ce seront les commissions brutes, d'accord? Et par contre, la base imposable à l'impôt sur le revenu, ce sera les commissions brutes minorées des frais réels. Et dans les frais réels, on va mettre les frais de déplacement, etc. et les cotisations sociales. D'accord? Donc, on retrouve une logique de résultat et non plus une logique de chiffre d'affaires. Okay? C'est vraiment ce qui distingue ce statut-là de ceux qu'on a vus précédemment. Si on s'imagine passer de VDI à société, c'est tout à fait possible. Ce qui va changer principalement, c'est que en créant une société, on crée ce qu'on appelle une personne morale. D'accord? C'est plus une entreprise individuelle, c'est-à-dire basée sur une personne, c'est ce qu'on appelle une personne morale, c'est un concept, qui pourrait être soumise en matière d'imposition, soit à l'impôt sur les sociétés, IS, soit à l'impôt sur le revenu, IR. D'accord? Et la société, elle a un patrimoine distinct. Si on fait un exemple très terre à terre de ce que c'est qu'un patrimoine distinct, je n'achète pas mes chaussures avec la carte bleue de la société. Je ne paye pas les cotisations sociales de la société avec mon compte personnel, d'accord? J'ai deux patrimoines distincts, ok? Alors, pour créer une société, il faut rédiger des statuts, il faut tenir une comptabilité. En fonction du statut de la société, vous êtes gérant, président, directeur général, vous vous rémunérez d'une façon ou d'une autre. Le régime social de votre rémunération en découle, d'accord? Mais à partir du moment où il y a une société, vos cotisations sociales personnelles, elles seront dépendantes de votre rémunération et non plus du chiffre d'affaires directement. Elles seront dépendantes de votre rémunération. C'est plus le même principe, d'accord? Bien sûr, il y aura la TVA, tout le kit fiscal s'appliquera, d'accord? Là, c'est la totale. Et l'alias fiscal en fin d'année, c'est-à-dire la déclaration des résultats. Alors là, ça fait 30 pages. Voilà, c'est le principe. En tout cas, ce n'est pas insurmontable pour autant que vous soyez accompagné. Alors, voilà. Alors, ça, c'est... Alors, on aurait aimé le rendre plus joli avec Alexandre, mais bon, ce n'est pas forcément évident. Ça présente un comparatif pour une personne, d'accord, dans un foyer fiscal tout seul, quelqu'un qui est VDI aujourd'hui et qui a 33 000 € de commission brute. D'accord? C'est une base de comparaison. 33 000, donc on est au-dessus des 23 000 du statut VDI. On n'est pas non plus d'accord? On est resté en dessous de la TVA. 33 000 € de commission brute. On compare le net, d'accord? Les gains nets réels qui sont tout en bas, entre quelqu'un qui est VDI, quelqu'un qui serait au régime micro-entrepreneur, sans ou avec versement fiscal libératoire, la petite option dont on a parlé. L'idée de ce tableau, ce n'est pas de rentrer dans un détail de calcul, etc., parce que c'est un petit peu pénible. Néanmoins, c'est pour montrer qu'un VDI qui a 33 000 € de commission brute a des gains nets après impôts et charges sociales dans la mesure où il est imposé tout seul de 26 000 €. Quand on regarde un micro-entrepreneur sans ou avec versement fiscal libératoire, on atteint 25 000 €. J'arrondis un petit peu. Ce qu'on veut montrer dans ce tableau-là, c'est qu'on n'est pas très loin à la fin.
d'accord? L'articulation des règles est différente, mais néanmoins, on atteint un niveau de rémunération nette qui est proche de celle du VDI. Donc, le changement de statut n'est pas une perte financière importante. D'accord? C'est important de l'avoir en tête, pour se projeter. C'est une comparaison entre le statut VDI qui était tout en bas de la présentation tout à l'heure dans notre courbe chiffre d'affaires, obligations comptables, et le micro-entrepreneur qui est juste derrière. D'accord? On reste dans l'option de la simplicité parce que on sait que c'est important pour ne pas être freiné dans son business, de pas. Voilà, c'est la première étape qui est facile à faire et on voit que financièrement, ça n'a pas un effet trop pénalisant. Le tableau, bien sûr, vous pourrez refaire un arrêt sur image, rentrer dans le détail. Il est résumé le plus qu'on pouvait dans l'application de règles fiscales et sociales qui sont quand même assez complexes. Donc, les statuts et formalités. Maintenant, toutes les inscriptions se font sur le guichet unique. Donc, pour les micro-entreprises, donc on rappelle les VDI, les micro-entrepreneurs ou les micro-entreprises, c'est une inscription sur le guichet unique. Donc là, c'est gratuit pour les micro-entrepreneurs et ça a toujours, et très probablement ça le restera, si vous recevez des factures ou des frais ou des coûts, en tant que tel, c'est souvent des arnaques ou des fraudes. Il faut le rappeler parce que chaque année, il y a des vendeurs qui reçoivent ce genre de courrier, qui écrivent à Nuskin, par exemple, pour savoir s'ils doivent payer. C'est toujours des montants qui se rapprochent du coût qu'on va donner pour l'entreprise individuelle. Donc, vous n'avez jamais à régler quelque chose pour une inscription avec le guichet unique. Ensuite, donc l'entreprise individuelle doit s'inscrire au registre du commerce et des sociétés. Donc l'inscription, elle, par contre, est payante. C'est une inscription qui coûte à peu près 65 €, quelque chose comme ça. Enfin, donc la société, là, comme il faut rédiger des statuts, il faut surtout créer une personne morale liée aux obligations fiscales et juridiques. Là, il y a un budget à prévoir. Vous avez une somme, mais elle est indicative. Voilà. C'est le moment où vous avez besoin d'être accompagné. Si vous ouvrez une société, si vous créez une société, vous êtes accompagné soit d'un avocat, soit d'un expert comptable. En tout cas, vous ne le faites pas tout seul. Évitez de recopier des statuts trouvés sur Internet parce que c'est pas toujours, enfin, c'est souvent peu fiable, même si c'est pas très compliqué. Faites-vous accompagner. Et puis alors, nous qui sommes maintenant des professionnels de l'utilisation du guichet unique, alors créer une micro-entreprise, déjà, il faut un petit peu de patience parce que le guichet unique, c'est un énorme entonnoir dans lequel LVMH va créer sa 133 millième filiale et c'est le même entonnoir pour vous qui étiez VDI et qui voulez créer votre entreprise individuelle. Donc, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de questions et c'est parfois un petit peu pénible quand la troisième question, c'est relevez-vous du régime des agriculteurs. On ne comprend pas très bien ce que ça fait là, mais c'est comme ça. C'est dans l'entonnoir. Donc, si vous créez une société, faites-vous accompagner parce que sinon, vous allez y passer des soirées et vous allez y perdre un peu de dynamisme. On vous le remet ici, la gestion, on l'a déjà évoqué avant. Donc, pour un micro-entrepreneur, il a juste qu'à suivre son chiffre d'affaires, donc ses relevés de commission. Là, on vous a mis sans TVA, mais il est possible aussi d'être soumis à TVA entre les deux seuils qui étaient dans les slides antérieurs. Pour l'entreprise individuelle, donc là, c'est une notion plus de chiffre d'affaires, mais de résultat. Donc, il faut suivre son chiffre d'affaires aussi, mais aussi tous ses frais, ses charges. Et ensuite, on vous a mis le coût d'une adhésion à un centre de gestion. Là aussi, c'est un coût estimé. Voilà. Le centre de gestion, c'est une espèce d'organisme qui va faire un pré-contrôle des déclarations avant que ce soit envoyé à l'administration fiscale. C'est un vieux système français qui perdure. Bon, la déclaration à contrôler, comme l'a dit Alexandre, faites-vous accompagner. De toute façon, c'est pas que vous avez besoin d'un expert comptable en tant que tel. On n'est pas en train de prêcher pour notre profession. Ce qu'on dit, c'est que la déclaration fiscale, elle est assez lourde et qu'elle doit être transmise dans des modalités qui sont techniques. Donc, soit vous remplissez 30 pages de formulaire en ligne, si vous avez fait votre comptabilité tout seul, avec les risques que ça comprend, ou vous le confiez à un expert comptable proche de chez vous qui va vous comprendre, qui va vous écouter et qui fera ça pour vous et qui vous permettra de respirer au mois de mai plutôt que de passer vos soirées. Parce qu'il y a des échéances, donc il vous aidera à ne pas être en retard, à recevoir des relances. C'est les mêmes échéances que pour les sociétés, pas les mêmes obligations, mais en tout cas, vous avez les mêmes échéances pendant l'année. Voilà. Donc, on arrive au bout. On arrive au bout. J'espère que vous avez résisté. J'espère que tout ça est clair. Bon, quel que soit le statut, d'accord, quel que soit le choix que vous ferez quand vous sortirez du régime DDI, si vous avez à le faire ou si vous souhaitez le faire,
Choisissez d'avoir un compte bancaire séparé pour votre activité professionnelle. Ça simplifie, vous avez une meilleure vision, ça sera beaucoup plus clair pour vous, d'accord? Et si à un moment donné, vous devez justifier quelque chose à l'administration fiscale, vous ne montrerez que ce que vous avez à montrer pour votre activité professionnelle, d'accord? Soyez rigoureux dans le classement des justificatifs. Ça paraît très, très bateau et basique, mais c'est important. Conservez vos relevés de commission. Quand vous êtes VDI, conservez bien vos bulletins de précompte, pardon, aussi. C'est important pour votre retraite future, c'est important en cas de contrôle fiscal, c'est important en cas de discussion avec l'URSSAF sur des indemnités journalières, peu importe. Gardez bien tous les justificatifs et Sur plusieurs années. oui, sur plusieurs Pas que l'année en cours ou l'année. Tout à fait. On s'aperçoit alors ça c'est valable pour les VDI aussi malheureusement, on s'aperçoit que parfois même les caisses de retraite n'ont pas bien traité l'information pourtant dématérialisée, pourtant déclarée par les entreprises. Donc gardez vos justificatifs, il faut pouvoir les produire et c'est pour faire valoir vos droits. Donc, c'est important. Un dernier point d'attention, même si on en a dit beaucoup, voilà, le chiffre d'affaires, c'est différent du bénéfice. Vous avez compris que dans les différents statuts qu'on a évoqués aujourd'hui, il y a des statuts pour lesquels tout va être basé sur le chiffre d'affaires. C'est la seule chose que vous suivez. Donc, votre marge, pardon, vos ventes de produits et vos commissions. Il y a des statuts où l'impôt, les cotisations seront basées sur un résultat, d'accord, ou une rémunération. Donc, voilà, chiffre d'affaires n'est pas bénéfice, mais ça, il faut le redire simplement pour qu'on l'ait bien en tête. Le chiffre d'affaires, il est hors taxe, toujours, si jamais vous rentrez dans le champ de la TVA. Si vous réfléchissez à un changement de statut, si vous êtes sur le point de le faire, si vous venez de le faire, vous informez Nuskin très vite, surtout quand on sort du statut VDI, parce que, encore une fois, un statut VDI, c'est l'entreprise qui calcule, qui précompte et qui déclare vos cotisations sociales. Dès l'instant que vous sortez de ce schéma-là pour les cotisations sociales. Donc, pour éviter les doublons et les difficultés administratives, prévenez Nuskin dès que vous êtes prêt à changer de statut ou que vous venez de le Même à l'intérieur, si vous passez d'acheteur-revendeur à mandataire ou mandataire à acheteur-revendeur, n'hésitez pas à en parler à Nuskin, à Sandra ou à quelqu'un. Voilà, nous sommes au bout de notre présentation technique, donc on va arrêter le partage d'écran. Super, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julie, Alexandre. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'était vraiment très complet et que ça nous a apporté voilà, des exemples, des explications vraiment très génériques et en même temps voilà, des conseils quand même par rapport effectivement à se faire aider, se faire conseiller. Je pense que c'est vraiment important. Voilà, le message, c'est que New Skin, on n'est pas effectivement des conseillers fiscaux. On peut vous donner les informations. Et c'est vrai que là, vous nous avez aidés et vous nous aidez par rapport à ce webinaire. Donc ça, c'est vraiment super. Et voilà, je voulais juste donner la petite information à tous les distributeurs qu'effectivement, de ne pas hésiter à nous envoyer vos questions, puisqu'il y a un deuxième webinaire qui est prévu le 23 avril à 11 h. Vous recevrez une invitation. Et donc, c'est un webinaire en live. Et donc là, effectivement, vous, en tant que distributeur, vous pourrez faire partie du webinaire. Donc, ça sera aussi avec Julie et Alexandre. Et donc, d'ici le 12 avril, si vous pouvez envoyer vos questions à l'adresse email que vous voyez apparaître ici, weubusinesssupport@newskin.com. Et comme ça, on va on va faire un point sur les questions. Alors, pas des questions trop personnelles, mais plutôt des questions d'ordre général, parce qu'évidemment, lors de ce webinaire, on ne va pas donner des questions pour chacun. Mais voilà, si vous avez encore des questions par rapport à ça, c'est l'idée de ce deuxième webinaire. Et donc, voilà, on vous donne rendez-vous le 23 avril à 11 h. Et puis voilà, je pense que c'est tout pour tout le monde, pour nous. Et en tout cas, merci encore à vous, Julie et Alexandre. Et donc, on se donne rendez-vous le 23 avril. OK? Tout à fait. Tout à fait. Aiguisez vos questions. Voilà, voilà. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.